Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition du Rapport Boivin, édition du 8 novembre 2018 pour la période du 2 novembre à aujourd'hui. Cette semaine, plein de choses. Encore une fois, ça court tellement. On a eu le décès d'un grand, un des derniers grands, je dirais, du Parti québécois, de cette génération René Lévesque, que j'appelle les premiers, les piliers du Parti québécois, ceux qui ont fracassé la barrière du impossible en 1976 avec l'élection d'un gouvernement du Parti québécois. Et c'était le décès de Bernard Landry. Bernard Landry, qui n'a pas été premier ministre très longtemps du Québec, mais qui l'aura marqué le Québec par tout ce qu'il a su faire, autant avant d'entrer en politique que son appui à René Lévesque, au Jacques Parizeau, pas Gilles Duceppe, mais Lucien Bouchard de ce monde, qui a eu une grande carrière comme ministre à différents niveaux, mais qui était surtout reconnu comme un économiste. C'est, quand je dis une autre génération qui n'y sera plus. Ce qui me frappe, il aura droit des funérailles nationales que disait le nouveau premier ministre François Legault de la Coalition Avenir Québec. François Legault qui a siégé avec Bernard Landry. Alors, je suis très heureuse de voir qu'on est capable d'être classe dans ces situations. D'ailleurs, tellement classe, moi, ce qui me surprenait et m'épatait, c'était de voir le nombre d'épithètes qu'on a sortis concernant Bernard Landry, tous plus mérités les uns que les autres. On parle d'un personnage brillant, visionnaire, remarquable, et c'est tout à fait exact. Je sais que la famille péquiste qui est fortement en deuil, et ça s'étend jusqu'ici en Outaouais, puisque le maire de Gatineau était le beau-fils de Bernard Landry, que j'avais d'ailleurs croisé. J'étais assise à côté de lui lors de la sermentation de Maxime Pedneau-Jobin en 2013, lors de sa première élection comme maire de la ville de Gatineau pour Action Gatineau. Et j'avais eu la chance, et je dis bien la chance, parce que c'était tout un personnage, Bernard Landry, de jaser avec lui de différentes choses. Et c'était un homme qui était... tout ce qui est très civique, très particulier sur la forme, autant que sur le fond. En tout cas, je salue bien gros sa mémoire et surtout les sympathies à toute sa famille. Ce qui me fait un peu plus sourire, c'est de voir sa famille péquiste, par contre, qui n'a pas été très tendre à l'endroit de Bernard Landry dans ces derniers temps, lorsqu'ils avaient perdu l'élection au profit de Jean Charest. À l'époque, il y avait eu une convention et on avait évalué le leadership de Bernard Landry qui avait eu 76 %. Pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez à l'école, 76 %, c'est quand même pas mauvais, mais pour un premier de classe comme Bernard Landry, il savait qu'il y avait déjà une certaine fronde qui était pour avoir à travailler très fort, parce qu'on le sait que le Parti québécois, puis pas le seul parti en passant. J'en connais d'autres partis où c'est du mange leader à tour de bras. Alors, il savait qu'il embarquait là-dedans et ça, il ne tentait pas. Alors, il a démissionné. Il a dit plus tard qu'il l'avait regretté, il aurait pu continuer. Moi, je dis toujours dans la vie, il ne faut pas que tu aies de regrets. Tu prends des décisions, tu vis avec, tu tournes cette page-là et tu avances vers l'avant. Mais d'entendre maintenant comment on est dithyrambique sur le personnage de la part de certaines personnes qui ont sûrement, je dirais pas comploté, mais qui étaient très heureux de le voir démissionner lorsqu'il l'a fait. Enfin bref, n'empêche que, et ça me fait toujours dire que pourquoi attendre que les gens décèdent pour leur dire ce qu'on pense d'eux puis comment on les trouve extraordinaires. Peut-être que ça aiderait à notre mieux être et mieux vivre. Un autre décès qui a fait énormément jaser dans notre région, c'est le décès du curé Jean Sancartier. Beaucoup de gens le connaissent, que ce soit pour un baptême, une funéraille, la messe. Et je disais sur mon Facebook cette semaine, en publiant l'article du journal Le Droit à cet effet, que si tous les prêtres curés de la région étaient comme Jean Sancartier, je pense qu'il y aurait plus de monde dans les églises le dimanche. C'est un homme qui savait garder ses discours
terre à terre, près du peuple. On se voyait dans ce qu'il nous contait. Alors, moi, j'ai eu la chance de le croiser à de nombreuses reprises et chaque fois que je le voyais, c'était comme une grande paix qui s'imprégnait en toi pour la simple et bonne raison qu'il avait l'art de dire. Là, des fois, tu es frustré, tu es stressé. Puis moi, il me prenait dans ses bras, puis il me disait « Hey, continue, à l'époque, quand j'étais député, tu fais du bon travail. » Puis juste entendre ça, ces mots-là, « Tu fais du bon travail », c'est comme s'il te donnait un élan qui n'en finissait pas de pouvoir te permettre d'aller vers l'avant. Alors, il a quand même souffert beaucoup, mais c'est un homme qui a continué jusqu'à la fin. Pour lequel énormément de gens ont énormément d'appréciation. Alors, ce sera son tour. J'espère que ces funérailles seront à son image et aussi simples, aussi terre à terre et avec des messages qui s'apparentent bien à l'individu et à la personne, la personnalité qui était Jean Sancartier. Alors, à ses proches, sa famille, ses amis, mes sympathies là aussi. Un autre dossier extrêmement triste et un décès cette fois-là, peut-être d'une personne qu'on ne connaît pas parce qu'on ne la connaît pas, c'est pas un personnage public, mais on a tous vécu un peu cette histoire-là qui n'est pas finie et c'est celle de Daniel Dompierre, 31 ans, papa d'un petit garçon de 4 ans. Et papa d'un petit garçon de 4 ans qui est en train de faire son travail de machiniste. Il est en train d'opérer une pelle mécanique, une sablière dans le coin de la pêche à bordure de la 105, là, sortie par Elton. Et malheureusement, sa pelle mécanique a été ensevelie. Au moment où je vous parle, c'est-à-dire jeudi après-midi, jeudi le 8 novembre, 13h30, il n'y a pas... on n'avait pas encore sorti le corps de l'individu. C'est sûr que sa famille, son père en premier, son père Marc, qui est là tous les jours et qui se demande parfois, et peut-être avec raison, si c'était l'enfant d'un personnage public, est-ce qu'on irait plus vite? Selon la CNESST, qui est la Commission des normes de l'équité, santé, sécurité au travail, c'est qu'il faut faire extrêmement attention quand on est dans une sablière avec les sables qui est une matière très, très, très fine et la montagne de sable qu'il y a autour. On ne veut pas se retrouver avec d'autres gens ensevelis, puis d'une personne qui décède ainsi, de se retrouver avec plus de personnes décédées. En tout cas, il y aura sûrement une enquête et on espère ne plus jamais voir une telle situation. Quelle triste, mais triste façon de mourir. Et mes sympathies à Marc, son père, et à toute la famille et les amis de Daniel Dompierre, qui, je le répète, est papa d'un petit garçon de 4 ans. Ce qui a fait aussi les nouvelles, dans un tout autre registre, évidemment, c'est l'idée de former un deuxième parti à Gatineau. Vous le savez, il y a eu des élections en novembre passé. Il y avait Action Gatineau et une liste de candidats indépendants, mais un seul parti. Et longtemps, le débat, depuis, je dirais, presque 2012, 2013, lorsque les membres ont formé le Parti Action Gatineau, la question se posait à savoir ce que c'était nécessaire, un deuxième, même un seul parti à Gatineau. Moi, je vais vous dire, ma façon de penser sur le sujet évolue constamment parce que je ne suis pas tellement une fille de parti, peu importe là, que j'ai fait de la politique partisane à différents moments de ma carrière. Je suis une fille qui arrive avec ses idées, ce qu'elle a le goût de faire, et ainsi de suite. Il n'y a rien qui empêche ça en se joignant à un parti. On se joint à un parti, pourquoi? Parce qu'on aime les gens autour de nous, on aime le leader, on aime le programme, on aime les positions que les gens prennent. Je ne le sais pas, il y a tellement de raisons. Il y en a qui vont par opportunisme, parce que c'est plus facile, parce qu'on espère pouvoir profiter de la chance ou du travail accompli par le parti. Il y a toutes sortes de raisons sous le soleil. Pourquoi est-ce que Gatineau ne pourrait pas avoir plus qu'un seul parti politique? Je n'y vois aucune raison. On est la 4e plus grande ville au Québec.
Montréal, Laval et Québec, qui nous devancent en termes de grosseur, ont des partis politiques et plus qu'un, et parfois même 3, 4. Et je regardais cette semaine, je commentais l'élection d'un de mes anciens collègues au nouveau Parti démocratique, Kennedy Stewart, qui est maintenant maire de la ville de Vancouver. Et Vancouver, qui est quand même assez grand, là, mais le coin que lui représente, en passant avec un conseil de 10 conseillers et un maire pour une population de 400 quelques mille qui couvre en termes de territoire, il y a énormément de partis, même un parti qui s'appelle le Parti non partisan. Alors, il y a toutes sortes. On peut se présenter en groupe pour dire, « Hey, nous autres, on se met ensemble parce qu'on aime travailler ensemble. On va être les premières personnes sur lesquelles on va se tourner pour voir les positions dans les différents sujets. » Il y a tellement de raisons. Il y a des gens qui s'associent ensemble parce qu'ils veulent que les dossiers soient regardés sous l'œil environnemental. D'autres, ça va être les infrastructures. Je faisais une blague à la radio du 104.7 ce matin en disant, moi, je fonderais le NDP, le parti des nids de poules. Ça pourrait être ça l'enjeu. On arrête tous les nids de poules. Enfin bref, ouvrez votre horizon à la possibilité de voir à la prochaine campagne électorale en 2021 une possibilité qu'il y ait plus qu'un parti. Par contre, Clément Bélanger, qui est celui dont on entendait parler dans les médias aujourd'hui, qui est en train de sonder l'intérêt des gens, au moment où on se parle, je ne peux pas vous dire que je sens qu'il va se former bientôt, ce parti-là, parce qu'ils ont l'air un peu chambranlants. On ne sait pas trop vers quoi on s'enligne. Juste dire on forme un parti pour former une opposition, c'est un peu niaiseux dans mon livre à moi, mais enfin bref. À suivre, on aura sûrement l'occasion de s'en rejaser. Une nouvelle à l'Ange Gardien que je trouvais intéressante, puis ça fait plusieurs fois que j'en entends parler, puis je vois des chroniques à ce sujet, je lis des chroniques à ce sujet-là, c'est le concept des mini-maisons. Parce qu'on le sait, les gens veulent, rendus à un certain âge, veulent commencer à diminuer l'espace où ils vivent pour, réduire les coûts aussi, des fois l'entretien et ainsi de suite, des fois mettre ça sur un seul niveau, éviter les marches à cause de la question physique. Et il y a un projet, semble-t-il, qui est en train d'être mis sur pied de mini-maisons à l'Ange Gardien. Ça sera certainement à suivre comme sujet. Ça a des conséquences sur les règles de zonage des différentes municipalités parce que on peut, c'était une bébite en passant, une petite mouche noire, là. Ne pensez pas que je fais la folle. Et voilà. On peut penser que, bon, ça ne change rien, c'est les mêmes règles. Non, c'est parce que des fois, il y a des règles minimales de construction qui existent et auquel cas, on doit s'y complaire. Alors, on verra comment tout ça s'inscrit. Mais je sais que quand on tombe un petit peu à l'extérieur des grands centres urbains, ça peut devenir extrêmement intéressant parce qu'on allie et un petit endroit, une petite place, une petite maison, mini-maison, mais avec un beau cadre, alors qui compense cet effet de petit endroit où vivre. 5 000 emplois de perdus chez Bombardier. Écoutez, on va tous respirer par le nez, là. C'est 2 500 au Québec, j'en conviens, mais ça va se faire par étapes. C'est des fois, on a fini un contrat d'un certain style d'avion. Ceci étant, il faudra que les gouvernements soient très à l'affût, très alertes, parce qu'on a de la grosse argent des payeurs de taxes à l'intérieur de ça. Pas des gouvernements de nous, là. C'est notre argent qu'ils ont pris pour mettre là-dedans. Alors, on pourra voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça, mais l'annonce a été faite ce matin. Et parce que je ne veux pas escamoter la nouvelle qui est quand même importante concernant Monique Bourassa et Gilles Desjardins, on y revient après la pause. Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, de l'attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! C'était un grand moment cette semaine pour 2 grands de notre région, entre autres parce qu'il y en a eu quand même une quarantaine là, qui ont reçu une médaille de service méritoire. Pour Gilles Desjardins de Brigil et Monique Bourassa des Rêves de Monique, c'était ce qu'on appelle la médaille du service méritoire division civile.
pour tout ce qu'ils ont fait en termes d'implication dans leur communauté. Je les salue. C'était entièrement mérité. Monique Bourassa, j'ai eu le plaisir d'aller à quelques-unes de ces soirées des rêves de Monique. Et c'était magnifique. Le bien qu'elle faisait à ces soit survivantes du cancer ou des diagnostiqués de cancer du sein, les gens qui travaillent autour, les médecins, les oncologistes, les infirmières, les techniciens et autres bénévoles, les familles, parce que c'est une histoire de famille, tout ça, de les voir faire leur parade de mode, c'est vraiment quelque chose de touchant. Et pour certains, c'est un des plus grands moments de leur vie. Mais à travers tout ça, c'était aussi l'idée de ramasser des fonds et c'est près de 800 000 $ qui ont été remis au Centre de cancérologie. Alors, bravo, Monique Bourassa. Vraiment, vraiment fière de toi. Gilles Desjardins, la même chose. Qu'on pense qu'on veut. Gilles Desjardins, là, c'est le constructeur, le promoteur. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, peu importe. C'est tout un philanthropiste. Gilles Desjardins, sa femme, Céline, que je salue parce qu'il le disait lui-même en ondes cette semaine, tu ne fais pas ça tout seul en passant. C'est ta famille qui s'investit avec toi quand tu es président d'honneur d'une campagne de fonds, quand tu es ci, quand tu es ça, etc. Et toute cause, et Dieu sait, moi, je participe à beaucoup de causes, et le premier réflexe de ces groupes-là, c'est toujours, on appelle Gilles Desjardins. Et pourquoi c'est le premier réflexe? Parce que Gilles Desjardins dit vraiment rarement, sinon jamais non. Alors, bravo, Gilles, aussi. C'est bon de te voir célébrer de cette façon-là, recevoir une médaille directement des mains de la gouverneure générale. Ça doit être assez impressionnant. Plus impressionnant que d'autres nouvelles qu'on entend sur la question des gouverneurs généraux. Vous vous rappelez, là, je pense que c'est la semaine dernière, je vous parlais de la gouverneure générale Adrienne Clarkson, parce que, semble-t-il, il y a un journaliste qui a découvert, un journaliste de Global, je crois, qui avait découvert que le gouvernement la remboursait pour autour de 100 000 $ de dépenses, alors qu'elle reçoit une belle pension du gouvernement pour avoir été gouverneure générale. Les gens sont offusqués de ça. Cette semaine, on apprenait que c'est même pas 100 000, ça pourrait être au-dessus de 200 000, sans compter les argents qui ont été versés à sa fondation par le gouvernement, donc par nos taxes, encore une fois, je le répète. Alors, il y a quelque chose de fondamentalement indécent. Le Parti conservateur, par son chef Andrew Scheer, a tenté, tant bien que mal, d'obtenir l'assurance du gouvernement de Justin Trudeau qu'on rendrait plus transparente l'information concernant ces dépenses qui sont remboursées par le gouvernement des anciens gouverneurs généraux, des règles, c'est quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver. Celui qui a précédé Julie Payette, qui est maintenant la gouverneure générale, M. David Johnston, lui, j'en avais parlé parce qu'il vient d'obtenir un beau contrat et une commission pour fixer l'ampleur et le type de débat des chefs pendant la prochaine campagne électorale. Beau budget de 5,5 millions, qui a fait un petit pied de nez à Adrienne Clarkson en disant que lui, ça va faire 1 an qu'il n'y est plus. Il va se faire un plaisir de transmettre ouvertement, en toute transparence, ses dépenses. Alors, j'avais envie de dire, oui, surtout que il y a peut-être intérêt tant mieux si c'est sincère, là, puis je lui enlève pas sa possible sincérité. C'est juste que je trouvais ça un peu particulier, alors que les feux des réflecteurs sont sur lui à cause de la question de la fameuse commission des débats à 5,5 millions de $. Ça permet d'éviter peut-être de s'éterniser sur cette question-là, puis de parler un petit peu plus des dépenses de gouverneur général, sur lesquelles il n'y aura peut-être pas mis beaucoup d'ampleur. Enfin, comme quoi les dépenses sont sans fin du côté des gouvernements. On apprenait cette semaine, Nicolas Diorio, qui est un avocat de Montréal, un spécialiste en droit du travail. Moi, j'ai lu beaucoup de littérature de ce personnage qui est une sommité en droit du travail. Mais Nicolas Diorio, qui avait été élu en 2015 sous la bannière des libéraux de Justin Trudeau,
Bien, a annoncé, je pense que c'est quelque chose comme en avril dernier, qui était pour prendre sa retraite de la politique, qui était pour démissionner pour des raisons personnelles. Depuis ce temps-là, on le voit plus ou moins. Depuis la mi-septembre, quand les députés ont repris le travail à la Chambre des communes, il est absent. Il n'a jamais remis les pieds à la Chambre des communes. Là, il y a des journalistes qui couraient après pour savoir ce qu'il faisait dans la vie, puis parce qu'on sait parce que aussi les journalistes qui ont enquêté ont fait ressortir le fait qu'il travaille au cabinet BCF pratiquement à plein temps. Il donne des conférences à droite et à gauche sur différents sujets. C'est quand même un personnage très recherché pour les conférences en milieu de travail. Mais ceci étant, il a été élu pour représenter les gens de sa circonscription. Et même si c'est des victoires faciles, parce que ce soit plus lui, ça va être encore un libéral qui va aller dans ce coin-là, qui est un coin avec une grosse communauté italienne qui vote libéral, là, les yeux fermés depuis la nuit des temps. Il semble-t-il qu'il y a une petite divergence. Lui, il veut absolument avoir le droit de regard sur celui qui sera son successeur. Depuis quand? Je ne sais pas. Moi, il me semblait que tu es le représentant des gens qui étaient supposés de représenter, non pas le représentant de l'ancien député en place. Enfin, bref. Mais où est le leadership de Justin Trudeau et du whip du parti qui devrait s'assurer que cet individu-là, cette personne-là, est à la Chambre des communes alors qu'il fait au-dessus de 160 000 fait partie aussi de son travail le fait de voter des lois, de débattre de lois, de faire partie de comités et de faire son travail de parlementaire. Sinon, peut-être qu'il devrait recevoir juste une partie de son salaire. Là, il semble-t-il qu'il a annoncé qu'il va prendre sa retraite. Il va quitter, il va démissionner au mois de février. Pourquoi février 2019? Après les fêtes, une autre façon de se continuer son salaire. Il y a quelque chose de malsain, je trouve, dans ce genre de situation et malheureusement qui semble être sans réplique de la part du gouvernement Trudeau qui semble le couvrir et on ne sait pas trop pourquoi. Pendant ce temps-là, il y a bien des gens en passant qui, encore à cause de Phoenix, sont toujours pas bien payés selon ce qu'ils devraient recevoir. Des employés qui, eux, travaillent à tous les jours, à toutes les semaines, depuis des années, et ils ont encore des problèmes. Alors peut-être qu'à un moment donné, une question de priorité, là, ça serait le bien de remettre les choses en place. Tony Clement, un personnage, c'était un ministre sous Stephen Harper, qui était un des personnages les plus importants du cabinet fantôme de M. Scheer, le leader des conservateurs, qui siège au comité de sécurité. C'est un des comités les plus importants où tu dois avoir une cote sécuritaire à toute épreuve. Et qui a annoncé cette semaine qu'il débarquait de ses responsabilités de caucus parce qu'il était aussi le porte-parole à la justice, le porte-parole à l'opposition officielle, le poste que j'avais, moi, sous Thomas Mulcair avec le NPD à l'époque. Et parce qu'il a envoyé, semble-t-il, quelque chose par texto. On appelle ça un sexto, parce qu'en tout cas, ça a l'air que c'était assez pornographique. Il a envoyé ça, lui prêtant à une personne, à une femme qu'il croyait consentante, mais qui servirait de bord pour lui faire du chantage. Et ne voulant pas plier au chantage, il a préféré dévoiler. Bravo d'avoir dévoilé. Au début, Andrew Scheer pensait que c'était un acte isolé. C'est ce que M. Tony Clement disait. Sauf qu'il s'avère qu'il y a d'autres femmes qui parlent de M. Clement ces derniers temps. En tout cas, ça sera certainement à suivre. Et Andrew Scheer a demandé à Tony Clement de tout simplement se retirer complètement du caucus conservateur. Ils n'ont pas besoin de ça à un an des élections. Mais quand je prenais cette nouvelle-là, puis je ne sais pas, vous avez sûrement vu l'histoire et entendu parler de l'histoire avec ces 7 joueurs des sénateurs qui étaient dans un taxi Uber quelque part aux États-Unis, qui se sont fait filmer à leur insu en train de déblatérer sur un coach adjoint. Moi, ça m'épate toujours. Oui, c'est comme croche là, que le gars d'Uber filme. Et pas qu'il filme, parce que souvent, pour leur propre protection, c'est ce qu'ils font dans les taxis puis dans les Uber, surtout dans certains États américains où c'est autorisé, dont celui où les joueurs des sénateurs étaient, selon les informations qu'on m'a données. Mais c'est pas le fait de les enregistrer, c'est le fait de le diffuser, d'envoyer ça sur les ondes de façon à ce que ça s'en aille viral. En même temps, les joueurs des sénateurs, surtout quand un gars
comment je pourrais dire, de caractère et au niveau de Matt Duchesne, qui était un peu le leader, puis qui était celui qui déblatérait le plus sur le coach adjoint et qui riait un peu de lui. Il me semble que c'est pas un bon signal que tu envoies à tes joueurs plus recrues. Même chose en n'importe quel milieu de travail. On fait tous partie de milieu de travail où des fois on chiale un peu, on a tous chialé sur des boss. Mais en même temps, c'est le genre de choses qu'il faut faire attention puis ne pas trop participer à ce genre de moments-là parce que ça crée certains froids, ça crée des histoires de manque de respect. Et autant du côté de la direction, rire d'un employé, c'est pas mieux, là, avec d'autres employés. Alors, à faire attention, ça me dépasse qu'en 2018, avec les réseaux sociaux, tout ce qui bouge, que les gens se mettent encore dans ces positions-là. Tony Clement, à quoi t'as pensé, sénateur d'Ottawa, mais à quoi vous avez pensé? Faut-tu penser au-dessus de tout pour penser qu'on peut faire des choses puis qu'il n'y a jamais personne qui va le savoir ou qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part de mal intentionné? Regardez du côté de Post Canada. Post Canada qui livre le cannabis pour la corporation en Ontario qui est chargée de le faire. C'est la seule façon qu'ils peuvent fumer du pot ou prendre du pot en Ontario, c'est de passer par la Société de l'Ontario en matière de cannabis, qui, elle, une fois qu'on est embarqué sur Internet, va envoyer le tout par Post Canada. Et 4500 personnes, leur information personnelle et privée, il y a eu un bris, il y a eu une brèche majeure à ce niveau-là, parce que quelqu'un avec, vous savez, quand on regarde où ce qui est rendu le colis, il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer dans le système de Post Canada et obtenir l'information sur 4500 personnes. Imaginez leur information, genre nom, adresse, qu'effectivement, ils ont commandé du cannabis. S'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Puis après ça, on se demande pourquoi le gouvernement de Justin Trudeau ne comprend pas pourquoi les gens sont outrés que Statistique Canada, comme je vous le disais il y a une semaine, je pense, veut avoir de l'information de 9 grandes institutions financières au Canada sur 500 000 Canadiens qui ne le sauraient pas sans même leur consentement pour pouvoir faire des rapports de consommation, etc., au bénéfice du gouvernement. Les gens sont allergiques à ça. Vous allez me dire, ouais, mais on donne autorisation à peu près à n'importe qui en jouant à des jeux, en étant sur Facebook. Mais c'est pas toute la même information qu'on donne. Il y a une différence entre que les gens sachent que j'aime ça aller sur Facebook, mais qui n'ont pas accès à mon adresse et surtout pas à mon compte de banque. En tout cas, on saura y revenir à ce niveau-là. Les élections de mi-mandat, c'était tout à propos de Donald Trump. C'est lui-même qui a fait de lui-même la question centrale. Des résultats mitigés, vous avez pu en entendre parler à outrance. Est-ce que ça va changer le personnage de voir que le Congrès est maintenant sous la gouverne des démocrates? Ça devrait le rendre un petit peu plus humble. J'ai des doutes, mais déjà que les comités importants du Congrès ont déjà annoncé qu'ils veulent faire certaines enquêtes concernant le président des États-Unis. Alors, lui a décidé de prendre le taureau par les cornes et les menace à tour de bras aussi que si vous faites des enquêtes sur moi, moi, je vais en faire sur vous autres. Alors, on voit que le ton ne change pas trop, mais bravo, un nombre exceptionnel de femmes ont été élues, des jeunes, des gens de communauté, de différents groupes minoritaires. En tout cas, bravo, on saura en reparler. C'est tout, Boivin dit plus rien.